7h45, Henri Guénaud, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur RTL. Vous êtes candidat donc aux élections législatives dans la deuxième circonscription de Paris. On va bien entendu reparler de cette campagne. Auparavant, la première affaire délicate pour le nouveau gouvernement, les anciennes activités professionnelles de Richard Ferrand, qui est notre ministre de la Cohésion des Territoires. Doit-il démissionner ? Écoutez, ça c'est à lui à en juger, mais moi je suis frappé par cette espèce d'hystérie qui, brusquement, à partir d'une information dont personne ne connaît réellement les tenants et les aboutissants, conduit à cette espèce presque de chasse à l'homme. Voilà, moi je connais Richard Ferrand pour l'avoir côtoyé pendant 5 ans à l'Assemblée. Paraît plutôt quelqu'un d'honnête et de sérieux. C'est pas une affaire d'argent public, c'est pas une affaire de marché public. Il appartient, si il y a un doute, au parquet de diligenter une enquête préliminaire et on verra bien. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas les éléments en main de cet énorme scandale qui justifie qu'il quitte son poste. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais votre premier mot, c'est que vous observez ce que vous appelez vous-même une chasse à l'homme. Vous êtes choqué par ce qui est en train de se passer. Mais moi, je suis choqué par l'espèce de folie de la transparence et de l'inquisition. Voilà, je trouve que il faut raison garder. Hein. Il est important que la vie politique soit morale et si l'on veut moraliser, mais il est important aussi que chacun garde son sang-froid, qu'on n'accuse pas à tort et à travers, sans avoir les éléments pour le faire. J'entends bien, Henri Guénaud, mais il ne vous a pas échappé qu'au même moment, le gouvernement est en train de lancer une première loi de moralisation de la vie politique et que votre formation politique, elle, réclame l'autosaisissement du parquet financier. Donc, il se passe des choses autour de vous. Je suis pas sûr que l'autosaisissement du parquet financier réclamé par les dirigeants actuels de ma famille politique soit la meilleure idée. D'ailleurs, je pense que le parquet financier n'est pas compétent dans cette affaire. C'est ce qu'il a dit dans un premier temps. Voilà. Donc, c'est le parquet tout court. Alors, je sais plus si c'est celui de Rennes ou de... Je serais incapable de vous répondre. À mon avis, de Brest. De Brest. Ouais. Bon, c'est au parquet à regarder si tout ça tient debout. Mais pour l'instant, encore une fois, on n'a rien. Une entreprise privée a décidé de louer des locaux qui appartiennent à l'épouse de son dirigeant. Entreprise mutualiste, ça veut dire qu'elle a un statut particulier. Il a fait un conseil d'administration. Oui. Voilà. Après, est-ce qu'il y a eu une malversation, une manœuvre, je n'en sais rien. Voilà. S'il y en a eu une, et bien on en tirera les conséquences. Mais enfin, pour condamner avant même d'avoir ouvert le dossier, moi, me fait un peu froid dans le dos pour l'avenir. Voilà. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que notre loi... Je précise aussi que la moralisation de la vie politique ne concerne pas en l'occurrence cette affaire, parce que ça ne s'agit pas de vie politique. À l'époque, Richard Ferrand était dans le secteur privé, il n'était pas élu, ça ne concerne pas son rôle de son travail son mandat de parlementaire, encore une fois, ni l'argent public. Je remarque en tout cas que vous restez sur une ligne qui a toujours été la vôtre, qui consiste à dire attendons, il faut voir, et cessons la chasse à l'homme. Mais simplement, Est-ce que le projet d'une loi de moralisation de la vie politique vous semble néanmoins une bonne chose, en dehors de ce contexte? Écoutez, on verra ce qu'il y a dedans. En vous écoutant, je finis par me poser la question. On verra ce qu'il y a dedans, mais à force d'en rajouter toujours, en jouant sur de la suspicion générale qui existe aujourd'hui vis-à-vis des responsables politiques, on va finir par détruire la vie politique. Voilà, je trouve qu'il faut être raisonnable, il faut raison garder, qu'il y ait un certain nombre de choses à corriger, sans doute, mais si on fait une loi sur la moralisation de la politique tous les ans, il y a un moment où on va tomber dans une espèce d'ordre moral qui va finir par tuer la politique, parce que maintenant tout est mis sur le même plan. Le détournement de fonds est mis sur le même plan. Vous voyez, on parle de Monsieur Ferrand, je sais plus si c'est lui qui a embauché pendant 3 mois son fils. Bon, c'est pas la même chose qu'un détournement de fonds, c'est pas la même chose qu'une affaire de corruption. D'autant plus que c'était parfaitement légal. Si le fils était parfaitement légal, et si le fils a effectivement travaillé, et si c'était pas une façon détournée comme chez d'autres pour récupérer l'argent des enfants, c'est légal et ça n'est pas immoral. Si on décide maintenant qu'il faut l'interdire, ça se passera plus. Mais encore une fois, il faut raison garder. Là, on est parti dans une espèce de délire général qui commence à devenir un peu inquiétant. Donc je me jugerai la loi, je verrai ce qu'il y a dans la loi, mais pour l'instant, je me prononce pas. Mais
n'en faisons pas l'outil de toutes les démagogies. Voilà. Passons à autre chose. Emmanuel Macron veut prolonger l'état d'urgence jusqu'au 1er novembre. Est-ce que c'est une prolongation que vous pourriez voter? Oui. C'est nécessaire? C'est de la psychologie ou c'est pas que de la psychologie. D'abord, il y a de la psychologie, ça c'est vrai. Ouais. Mais il y a aussi, j'entends bien ce que disent les uns et les autres, mais il y a aussi la possibilité des perquisitions administratives, c'est-à-dire que le contrôle du juge est a posteriori et non pas a priori. Il s'agit cette fois-ci du juge administratif et non plus du juge judiciaire. Et je crois même si à mon sens, on ne l'a pas assez fait, c'est tout le problème. C'est un moyen d'aller nettoyer les trafics d'armes, les trafics de drogue, qui sont d'ailleurs liés les uns aux autres, parce que l'argent de l'un sert à l'autre. Voilà, je trouve qu'on aurait dû utiliser ça. Moi, j'étais favorable dès le début à avoir un état d'urgence qui dure 1 an et demi, par exemple, mais qu'on utilise cette année et demie-là pour essayer de nettoyer tout ça. Ça permet à la police, si elle le veut, d'aller tous les soirs au même endroit et de déstabiliser complètement les trafics, et c'est un problème majeur. Ça ne garantira personne d'un risque zéro en matière de terrorisme. Donc vous nous dites que qui peut sortir d'une voiture et mitrailler la terrasse d'un café. Il y a bien d'autres choses à faire. Je pense en particulier, encore une fois, à l'utilisation du titre 4 du Code pénal, qui permet de poursuivre tous ceux qui ont des rapports avec une organisation du type Daesh, qui ont une intelligence qui sont coupables d'intelligence avec l'ennemi. Et l'ennemi peut être une organisation de ce genre, d'être puni de 30 ans de prison. Bon, alors s'il faut modifier un peu l'article, il faut le faire, mais il faut que le gouvernement ait une politique pénale, qu'il exige que les poursuites soient faites sur la base de cet article, voilà, et qu'enfin on en tire les conséquences. Et qu'il utilise toute la panoplie que lui permet de mettre en place l'état d'urgence. Juste un commentaire, j'ai quand même été très frappé par la réaction des services britanniques qui, au lendemain d'un attentat meurtrier épouvantable, sont capables d'aller en Libye, de prendre le frère de l'auteur de l'attentat et de l'arrêter immédiatement. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Ce sont des méthodes qu'on pourrait utiliser en France, selon vous? Et que l'on devrait utiliser? Oui, je pense que les services britanniques sont extrêmement professionnels et efficaces. Alors, il s'agit aussi de la Libye, c'est-à-dire d'un territoire où il n'y a pas vraiment d'autorité étatique, qui est aujourd'hui ouvert à tous les vents et à tous les terrorismes, à toutes les factions. Et c'est un territoire que les services connaissent évidemment bien, puisque au milieu de ce chaos, chacun a mis a placé ses services pour essayer de décrypter ce qui s'y passait. Voilà. Mais les services britanniques ont sans doute aussi de nous apprendre quant à l'efficacité. Oui. Sur le terrorisme, une dernière question avant de passer à la campagne des législatives et à la vôtre en particulier. Vous connaissez très bien l'Élysée, ses coulisses, vous y avez travaillé comme conseiller spécial du président Sarkozy. L'idée d'une task force qui dépendrait de l'Élysée, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ce peut être un outil utile entre les mains d'un président qui veut combattre notamment le terrorisme? Bon, moi je suis un peu sceptique sur ce genre de montage ça va un peu à noyer le poisson. Il existe déjà un coordinateur du renseignement, qui est dépendant directement de l'Élysée, qui est chargé de cette tâche. Vous nous dites quoi, que c'est formel? Non, mais s'il faut réformer ce qui a déjà été créé pour l'améliorer, très bien. Mais l'idée qu'on va aussi résoudre le problème en mettant tous les services sous la coupe de l'Élysée directement au-delà de la coordination nécessaire ne me paraît pas forcément l'idée la plus heureuse pour plusieurs raisons. D'abord, l'Élysée n'est pas équipé pour gérer tout ça. L'Élysée, c'est pas une autorité, c'est pas un service administratif, c'est pas il y a pas d'administration, il y a pas. Bon, et deuxièmement, ça met le président déjà c'est le président qui décide tout ce qui concerne les grandes décisions. Ça l'expose beaucoup, et une fois que le président est exposé dans le cours quotidien des affaires, il n'y a plus d'appel, plus de recours, plus d'arbitre. Bon, voilà, vous savez, c'est déjà le président prend déjà toutes les grandes décisions quand il s'agit, M. Hollande l'avait dit, s'il s'agit d'aller chercher ou exécuter un terroriste au bout du monde, c'est le président et lui seul qui prend la décision. Tout acte de guerre, par exemple, tout assaut donné à des ravisseurs pour libérer c'est le président qui les prend. Bon. Voilà, moi je veux bien qu'on rajoute quelque chose, mais c'est pas décisif à mon sens. Ça peut être contre-productif. La campagne des législatives, pour vous, elle se joue dans la 2e circonscription de Paris. Vous avez décidé de vous présenter notamment face à Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est pour la faire perdre?
Non, c'est pour que, enfin, les choses soient claires. Voilà. Nous vivons dans une très grande confusion. D'abord, une grande confusion idéologique et politique depuis des années, depuis que, d'un côté, on a créé le Parti socialiste comme un cartel électoral mêlant ce que M. Valls appelait des gauches irréconciliables, et de l'autre côté, l'UMP, qui est devenu les Républicains. Pour que les choses soient claires, soyons-le, voilà. Si je puis me permettre. Non, mais pour que les choses soient claires, il faut trancher la ligne politique ou les lignes politiques. Voilà, Nathalie Kosciusko-Morizet incarne quelque chose qui est parfaitement légitime, que je respecte. Moi, j'incarne autre chose. Peut-être que c'est... Mais au sein d'une même formation politique, je le rappelle. Oui, mais d'une même formation politique qui, je le rappelle, est devenue un cartel électoral. Avant, il y avait le RPR et l'UDF. Bon, il y avait un fond, chacun avait son fond commun de... Mais c'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui porte l'étiquette de votre parti, qui a le symbole. Les Républicains, c'est sur ses affiches. Oui, vous savez, le problème de cette élection... Vous êtes candidat dissident? Oui, je suis candidat dissident, oui, bien sûr. Mais vous savez, la dissidence, ça commencerait tôt pour un gaulliste. Hein. Voilà. Non, mais j'entends bien, mais vous avez quand même conscience que vous ne contribuez pas vraiment à la clarification, mais plutôt au contraire. Au contraire, puisque aujourd'hui, l'étiquette dans cette campagne veut dire à la fois le projet de société de Nathalie Kosciusko-Morizet, ou le mien, ou celui de n'importe quel autre député qui aurait des idées différentes d'elle ou de moi. Et en plus, cette étiquette, quand on vote sur cette étiquette, on ne sait pas si demain le candidat pour lequel on vote sera dans la majorité ou dans l'opposition. Bon, et c'est en particulier vrai à propos de ce qui concerne Nathalie Kosciusko-Morizet. On peut pas être à la fois un pied dans En Marche et un pied dans les Républicains. Bon, il faut trancher, il faut dire il faut que chacun assume ses positions, dise ce qu'il fera, et que les électeurs décident quel est le fond commun de civilisation, de nation, etc. Que une famille politique, la mienne en particulier, autour duquel elle doit se rassembler. Voilà. Je pense qu'on peut plus continuer comme ça. C'est telle confusion que plus personne n'y comprend rien. D'ailleurs, on voit bien les deux grands partis de gouvernement sont en train d'exploser. Un oui et non. Vous auriez annoncé que ces élections seraient votre dernier combat politique? Non, j'ai dit que si je n'étais pas élu, ça serait pour l'heure mon dernier combat politique. Après, voilà. Peut-être que quand je serai à la retraite, j'y reviendrai. Donc ça n'est pas le cas. Si vous n'êtes pas élu, vous n'avez plus vraiment voix au chapitre. Enfin, pas de la même manière. Voilà, on peut écrire des livres, des éditos, mais c'est plus la même chose. Voilà. Donc, aux électeurs de trancher les ambiguïtés qui aujourd'hui empêchent de refonder la droite et le centre et de lui faire jouer son rôle dans la vie politique française. Et la vie politique française, sans ce pan d'opinion, est totalement déséquilibré. Merci Henri Guénaud d'être venu nous voir ce matin sur RTL.